Bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour expliquer un phénomène naturel très important à comprendre, puisqu'il détermine l'évolution du climat actuel et les problèmes qui en découlent, à savoir l'effet de serre. Donc, comme vous le voyez ici, vous avez une représentation schématique de ce qu'est l'effet de serre. Ce poster, vous l'avez également dans la classe, dans la salle de chimie. Il est assez facile à comprendre, même s'il peut paraître euh, compliqué comme ça parce qu'il y a beaucoup de choses d'indiquer. Alors on va essayer de faire simple pour cette compréhension et de voir quels sont les effets qui en découlent. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que l'effet de serre, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, c'est un phénomène qui est totalement naturel. Il existait bien avant les hommes préhistoriques et les différents animaux qui se trouvaient sur notre planète, les animaux préhistoriques qui se trouvaient sur notre planète à ce moment-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce phénomène qui est purement naturel permet d'avoir une température moyenne sur Terre relativement vivable. Alors, vous voyez comme c'est écrit ici, la température moyenne sur Terre est d'environ 15 degrés Celsius à la surface. S'il n'y avait pas d'effet de serre, nous serions à peu près à une température moyenne de moins 18 degrés Celsius, qui ne serait pas du tout la même chose, bien évidemment. Alors, que faut-il savoir? Eh bien, effectivement, tout se passe comme avec la fameuse serre du jardinier. Je ne sais pas si vous avez quelques rudiments en termes de jardin, de compétences en termes si vous avez la main verte, mais quoi qu'il en soit, effectivement, les jardiniers, pour faire pousser plus facilement leurs semis, vont souvent les mettre dans des petites cabanes aux surfaces vitrées, qui ont pour but d'accumuler un maximum de rayonnement lumineux et donc de faire augmenter la température moyenne sous la cabane grâce à ces surfaces vitrées. De ce fait, les végétaux vont pousser beaucoup plus vite, bien évidemment. Eh bien, c'est un petit peu la même chose, sauf que c'est au niveau de notre atmosphère, si vous voulez, qu'il va y avoir cette surface vitrée, enfin ce qui ressemble à cette surface vitrée. Bien évidemment, il n'y a pas de vitre dans l'atmosphère, mais c'est ce qui va un petit peu rappeler ce type de fonctionnement. À savoir que dans notre atmosphère, vous avez depuis déjà longtemps des gaz présents. Alors vous avez les formules ici, donc pour les quatrième et troisième, c'est facile à comprendre. H2O, c'est la vapeur d'eau, CO2, c'est le dioxyde de carbone, CH4, le méthane, pour les cinquièmes et les éventuels sixièmes qui regarderaient les vidéos. Ces molécules, pour l'instant, ces formules moléculaires vous sont un petit peu étranges, mais peu importe, à la limite, on peut s'habituer déjà à comprendre ces formules moléculaires. Donc effectivement, l'effet de serre, c'est un phénomène qui fonctionne grâce aux molécules de vapeur d'eau, molécules de dioxyde de carbone et les molécules de méthane. Alors, ces molécules, elles sont présentes de façon naturelle dans l'atmosphère. Il suffit que vous ayez des éruptions volcaniques et vous allez avoir une libération de méthane, de dioxyde de carbone. Le méthane, la décomposition de la matière organique, dans les marais, par exemple dans le marais Poitevin, vous allez avoir une libération de molécules de méthane. Et je ne parle même pas de la vapeur d'eau, puisqu'on ne peut pas faire sans eau, hein. Vous connaissez le cycle de l'eau, et les molécules d'eau, il y en a dans l'atmosphère. Donc jusqu'à une certaine époque, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, puisque cet effet de serre, cette accumulation constante de molécules de gaz à effet de serre, faisait en sorte qu'il faisait bon vivre sous cette cloche, sous ce dôme que représente l'effet de serre. Alors vous voyez, le soleil envoie des rayonnements, hein, c'est de l'énergie bien évidemment. Il y en a une partie qui n'arrivera pas à traverser cette couche de gaz à effet de serre, et l'atmosphère donc. Il y en a une partie qui va être carrément absorbée par l'atmosphère, et les gaz qui s'y trouvent, et il y en a une grande partie, 50% à peu près, qui va être absorbée par la surface de la Terre. Alors cette absorption, donc c'est une accumulation d'énergie, va se passer de telle sorte qu'une partie de cette énergie va à nouveau être renvoyée sous forme de rayonnement, ce qu'on appelle les rayonnements infrarouges, hein, va être renvoyée en principe dans l'atmosphère et qui plus est même dans l'espace. Vous voyez, ces rayonnements infrarouges sont censés repartir pratiquement intégralement dans l'espace. Et ce qui est bien fait, c'est qu'il y en a une toute petite partie qui est renvoyée à nouveau vers nous. Et c'est cette petite partie, là, cette énergie retenue par les gaz à effet de serre, qui fait toute la différence, puisque ça nous permet d'avoir une température moyenne de 15 degrés Celsius et non pas de moins 18. Donc là, jusque-là, tout va parfaitement bien.
À partir de la révolution industrielle, les hommes se sont mis à produire, ont développé, fort heureusement, tout un tas de technologies, de techniques pour fabriquer, produire, améliorer leur quotidien. Et de par cette production, eh bien, il y a eu une libération plus accrue de dioxyde de carbone. Pourquoi de dioxyde de carbone? Car comme on peut le voir en quatrième, eh bien, la plupart des combustions, alors une combustion, c'est un phénomène chimique qui s'opère lorsque vous mettez un comburant, alors la plupart du temps du dioxygène par exemple, avec un combustible, quelque chose qui va brûler, une matière qui va brûler. Et en général, quand ce combustible contient des atomes de carbone, il se forme du dioxyde de carbone. Et donc plus les hommes se sont mis à produire, à fabriquer des choses, alors ça c'est au 19e siècle, hein, au cours du 19e siècle, et plus du dioxyde de carbone se libère. On est de plus en plus nombreux sur Terre, nous avons besoin de plus en plus de produire, et la voiture est arrivée au XXe siècle, les combustions étaient de plus en plus importantes, on a commencé à se chauffer donc avec du fuel, avec des dérivés du pétrole, tout un tas de matières, ce qu'on appelle fossiles, et toutes les combustions de matières fossiles libèrent du dioxyde de carbone. Donc il y a eu un phénomène spiralaire qui s'est fait, puisque plus l'homme a fabriqué les molécules de dioxyde de carbone, plus cette couche que vous voyez là s'est épaissie. Et de ce fait, plus l'énergie retenue par les gaz à effet de serre a été importante. Alors, comment cela se manifeste? Eh bien, ça se manifeste par une légère augmentation de la température moyenne. Alors, bien évidemment, quand vous prenez une augmentation de température moyenne, j'ai bien dit moyenne, sur l'échelle d'un siècle, ne vous attendez pas à avoir des augmentations de 10-15 degrés. Voilà, c'est pas du tout ça cette problématique. Nous sommes sur des augmentations de 1 degré, de 1,5 degré sur des températures moyennes. Alors vous vous dites, est-ce qu'on peut ça le voir au quotidien, cette différence? Non, non, tout simplement non. Et effectivement, j'ai coutume à dire que finalement, quand on interviewe des personnes l'hiver, quand vous avez 20 cm de neige dans la rue et vous la questionnez sur ce qu'on appelle le réchauffement climatique, alors là à ce moment-là, on a peine à y croire, bien évidemment. En fait, le phénomène est beaucoup plus complexe et c'est pour ça que la terminologie réchauffement climatique est maintenant désuète. Je vous explique pourquoi. Finalement, quand on a une légère augmentation de la température moyenne, il va y avoir des conséquences directes. Conséquences directes en des endroits où des variations de quelques dixièmes de degrés peuvent avoir des conséquences dramatiques. Si vous prenez de l'eau solide, cette eau solide reste solide à 0 degré, jusqu'à 0 degré Celsius. Donc de température négative jusqu'à 0 degré Celsius. Si vous êtes à 0,1 degré Celsius, cette eau solide, qu'on appelle la glace, va passer à l'état liquide. Et c'est là où finalement on va avoir les premiers effets pervers de ce qu'on appelait premièrement le réchauffement climatique. Donc au niveau, je vais changer de cartographie, vous allez vite comprendre, au niveau des pôles, bien évidemment, et des endroits où on a de la glace, eh bien de l'eau douce va se déverser copieusement, suite à la fonte des glaces, dans les océans. Vous allez me dire, bon, quelle est la première conséquence? Une augmentation, sans doute, des océans. Oui, effectivement, c'est une des premières conséquences de cette fonte des glaces. Il va y avoir des endroits où, lorsque vous êtes par exemple aux Pays-Bas, une altitude pratiquement équivalente à celle des océans, c'est-à-dire au niveau zéro, vous risquez d'être submergé à un moment donné à cause de l'augmentation des océans. Mais ce n'est pas la seule conséquence. Des physiciens ont montré qu'une grande accumulation d'eau douce au niveau des océans allait changer la densité donc saline des océans en ces endroits et allait pouvoir, alors ça a été établi par des modèles mathématiques, allait devoir changer ce que vous voyez, là les lignes rouges et bleues que vous voyez sur cette carte. Ce sont les courants marins. Alors, ces courants marins, ils sont très importants, et vous avez vu, ils ne changent pas, on sait les cartographier. Hein. Nous, celui qui nous intéresse le plus, vous voyez, c'est celui-ci, c'est le Gulf Stream. Le Gulf Stream, c'est celui qui nous permet d'avoir le climat que nous avons actuellement. Alors, vous voyez, vous avez des couleurs vertes, jaunes, etc. Bon, ça correspond, vous voyez, à différentes végétations, mais ces végétations, elles sont dues à deux choses, au degré d'humidité, bien évidemment, et puis bien évidemment au climat. Alors là, vous avez quelque chose de désertique en jaune pâle, vous voyez, le désert du Sahara. Pourquoi le désert du Sahara est là? Parce qu'il y a des courants marins qui font qu'à un moment donné, vous allez avoir ce qu'on appelle des dépressions en météorologie qui ne vont pas passer, qui ne vont pas arroser copieusement en eau ces parties et qui vont les rendre désertiques. Quoi qu'il en soit, nous on a de la chance, le Gulf Stream c'est plutôt un courant qui nous réussit, qui fait qu'il fait bon vivre en Europe.
Pour la petite histoire, vous voyez, tout tourne autour de la mer des Sargasses, et j'explique souvent aux élèves que les anguilles qui quittent le marais Poitevin pour se reproduire, eh bien finalement elles ne sont pas bêtes, hein, elles ne sont pas idiotes, regardez, elles prennent ce chemin, elles descendent, là, elles longent les côtes du Portugal, et elles vont prendre ce courant des Canaries, et vont aller, grâce à ce courant, jusqu'à la mer des Sargasses ici, se reproduire, et quand elles vont vouloir revenir, elles vont prendre le Gulf Stream, qui vont les emmener non loin de nos côtes. Donc vous voyez que la faune est habituée à utiliser ces courants. Si effectivement, je reviens à cette eau douce, en grande quantité, elle est déversée dans les océans, les courants marins risquent de changer de route. Si vous changez la carte des courants marins, si ces courants marins changent de route, eh bien vous risquez de modifier intégralement le climat mondial. Et en fait, c'est ça la grande problématique de ce dérèglement climatique. Vous voyez pourquoi on ne l'appelle plus le réchauffement climatique, c'est plus que ça, c'est un dérèglement climatique. Alors qui dit dérèglement climatique dit bouleversement des climats, donc peut-être que vous allez avoir des phénomènes climatiques extrêmes en certains endroits, et puis vous allez avoir effectivement peut-être une élévation de température dans certaines régions, vous allez avoir une diminution de température peut-être dans certaines régions, ça dépend. Nous allons avoir finalement des étapes transitoires de climat avec des cas extrêmes. Alors des accumulations d'eau intenses sur 24 heures, voilà, des tornades plus importantes aux États-Unis. On a comptabilisé l'accumulation du nombre de tornades, on s'aperçoit qu'il y en a de plus en plus. Il faut aussi penser au permafrost, tout le permafrost que vous avez en Sibérie. Permafrost, c'est une partie de la croûte terrestre qui est gelée, et donc c'est un mélange de terre et de glace, et la problématique, c'est que plus ce permafrost fond, et plus vous libérez du dioxyde de carbone qui était capturé sous les glaces. Et si vous libérez du dioxyde de carbone, vous accentuez encore l'effet de serre. Donc en fait, c'est un cercle vicieux, hein, et la seule moyen, c'est finalement de faire que l'activité humaine libère de moins en moins de dioxyde de carbone. Il est donc temps d'agir dans ces actions qui doivent faire en sorte que au quotidien, l'homme libère moins de dioxyde de carbone. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ce qu'était l'effet de serre. Que c'était bien un phénomène naturel accentué à partir du 19e siècle par l'homme. Voilà, c'est avant tout ça, et que derrière, bien, il existe plein de conséquences. On verra, je pense que effectivement, vous serez sans doute la génération qui sera amenée à prendre plus de responsabilités dans ce domaine-là, vu que ma génération, personnellement, je pense, n'a pas été assez bonne ou assez à l'écoute de cette problématique. Voilà, eh bien écoutez, voilà, à votre réflexion, et puis on en reparle en cours si vous le voulez bien.